Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Bertrand Vibrecht est avec nous, c'est le patron de la DAF. Bertrand, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ouais. Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que on vous connaît à l'époque en tant que numéro 2 sans que ce soit péjoratif, hein, numéro 2 de la DAF. Et là, vous retrouvez numéro 1, c'est-à-dire patron de la DAF. C'est rare dans les services de l'État de voir un numéro 2 prendre la place du numéro 1. C'est assez rare, mais c'est déjà arrivé, notamment à Mayotte. Alors, mon prédécesseur était déjà passé de numéro 2 à numéro 1 au bout de quelques mois, puisque le numéro 1 était parti un peu rapidement. C'est ça, il y avait des circonstances un peu particulières. Voilà, et donc quand ça s'était passé, en fait, mon prédécesseur n'avait pas voulu postuler parce qu'il considérait que ça se faisait pas. Voilà, et en fait, il n'y avait pas eu de candidat, et finalement, il s'est retrouvé quand même numéro 1. Voilà. Donc du coup, quand mon prédécesseur a fait part de son intention de partir à la retraite, il m'a conseillé de postuler directement. Voilà. Et donc, vous êtes le numéro 1. En tout cas, félicitations et bravo. Alors, c'est important dans la continuité du service de l'État, puisque ça veut dire qu'on a à la tête de la DAF aujourd'hui quelqu'un qui connaît bien Mayotte depuis longtemps. Et ça, c'est important. Alors, depuis longtemps, faut pas exagérer. Hein. Depuis 2 ans et demi d'arriver, en tout cas. Depuis 2 ans et demi, mais c'est vrai que 2 ans et demi, avec les événements qu'on a vécus au cours des dernières années, ça donne une petite expérience, une petite connaissance du fonctionnement de l'agriculture et de l'alimentation à Mayotte. Alors parlons-en de cette alimentation et de l'agriculture. Il y a de nouveaux marchés qui s'ouvrent aujourd'hui, la cantine pour la restauration scolaire d'une manière générale. Est-ce que c'est pas un marché aussi pour nos agriculteurs? Est-ce que c'est pas un marché pour la production locale? Comment nos agriculteurs, comment vous, la DAF, vous pouvez rebondir là-dessus et dire tiens, il y a peut-être un truc à faire là? Alors c'est un vrai marché, c'est de vraies occasions à saisir. Maintenant, il faut arriver à s'organiser pour faire en sorte que ce soit possible. Parce que la production agricole n'est pas toujours complètement organisée. Donc il faut arriver à organiser l'offre, c'est un premier défi. Et ensuite, il faut arriver à résoudre l'équation financière, parce que la production locale est quand même relativement chère. Et donc, il faut trouver des solutions qui permettent effectivement de s'approvisionner tout en faisant des coûts de repas qui restent dans le raisonnable. Parce que c'est ça le but du jeu, de pouvoir proposer à nos gamins à l'école des repas avec de la nourriture fabriquée ici à Mayotte. Voilà, c'est tout à fait l'enjeu. Donc on sait que c'est possible sur certaines productions. Hein. On sait qu'on pourra faire des choses sur l'approvisionnement en fruits et légumes. On sait qu'on pourra faire des choses sur l'approvisionnement en œufs, puisque Mayotte est quasi autosuffisant en œufs, et que donc il serait important que on puisse valoriser ces œufs dans le cadre de la restauration scolaire. Hein. La protéine issue des œufs est quand même la protéine animale la moins chère. Donc c'est vraiment quelque chose à valoriser. Et puis après, on a le développement d'une production de volaille de chair qui est bien partie, qui permet d'avoir une production de qualité, qui n'a rien à voir avec, je dirais, les importations de Mabawa. Et ça aussi, il faut en faire profiter la population mahoraise, et notamment les jeunes en âge de scolarisation. Quelle solution vous avez imaginé, Bertrand, pour que nos agriculteurs puissent accéder à ce marché? Vous le disiez très justement tout à l'heure, on sait, mais c'est pas qu'à Mayotte, hein, que la production locale coûte plus cher, toujours plus cher que si on faisait venir des produits de l'extérieur qui sont fabriqués en quantité, etc., etc. Quelle solution on peut mettre en place? Alors il y a un certain nombre de dispositifs. Je suis désolé pour les images qui sont derrière vous. Non mais voilà, je suis désolé, ce sont des images horribles, terribles pour ceux qui nous écoutent à la radio. C'est des images j'allais dire de gastronomie locale, en tout cas de nourriture locale, et c'est vrai que ça donne envie. Hein. Pardon. Allez-y. Donc il y a des solutions qui existent. Hein. Je dirais que notamment on a un programme européen qui est le programme POSEI, qui finance en fait les surcoûts de la production locale. Et donc dans ce cadre-là, on mobilise des fonds à hauteur pour l'instant à peu près de 3 millions d'euros par an, mais qui vont pouvoir augmenter, et qui permettent de compenser les surcoûts de la production et d'arriver à un coût équivalent au coût d'une production importée. D'accord. Voilà. Donc ça, en clair, nos agriculteurs, comme ça se fait ailleurs, hein. C'est pas que à Mayotte, ça existe. Alors je sais pas si c'est le même principe, mais on parle souvent de la Corse, on parle souvent d'autres départements aussi, où l'Europe est là pour donner un coup, l'Europe et l'État, donner un coup de main aux agriculteurs pour pouvoir être compétitifs.
Voilà, l'Europe est là sur 2 plans, hein, l'aide aux investissements, bien sûr, et puis après, je dirais la compensation des surcoûts liés au fait qu'on cherche une haute qualité environnementale, qu'on cherche à avoir une main-d'œuvre rémunérée correctement au SMIC, etc. Et donc l'Europe compense, je dirais, le coût de la qualité. Bertrand, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à poser. J'adore ce qui est derrière. Ah, moi aussi, j'ai l'eau à la bouche. Oui, vous parliez du POSEI. Pour moi, ce fonds est très très important parce qu'en effet, il finance le surcoût de l'insularité. Nous sommes loin, donc on importe énormément, notamment la nourriture pour les volailles. Est-ce que ça fonctionne vraiment bien? Parce qu'on a vu qu'avec l'aquaculture, ça a mis du temps à se mettre en place, 2 ans de retard, on a fait mourir une filière. Aujourd'hui, on est où? Ça y est, c'est rodé, c'est huilé? Sur l'agriculture, on n'a pas eu ces problèmes de rupture qu'il y a eu dans l'aquaculture. Donc sur l'agriculture, c'est rodé. Après, il faut toujours, je dirais, faire attention aux périodes de transition et faire en sorte qu'entre 2 périodes de programmation européenne, on ne se retrouve pas en rupture de financement. C'est ce qui s'est passé pour l'aquaculture et qui a tué l'aquaculture locale quand pendant 2 ans, il n'y avait pas eu le programme de compensation des surcoûts. Pour l'instant, en agriculture, tout va bien, touchons du bois et voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais en tout cas, ça marche, ça se développe. Et les filières en profitent de plus en plus pour se développer. Bertrand, dans un instant, on va parler de la bonne bouffe, pardon pour l'expression, mais voilà, manger correctement. Mais juste avant, j'allais dire, toujours avec un peu d'humour, la bouffe obligatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on le sait, pour certains de nos gamins, le repas qu'ils vont manger à l'école sera peut-être le seul repas de la journée. Quand on est à votre poste et qu'on pense effectivement au développement de la production locale, on pense aussi à ça, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve pas en métropole ou ailleurs. Bien sûr, on pense à ça. Alors, ce qui est compliqué à gérer, c'est toujours le décalage avec, je dirais, la réflexion métropolitaine, puisque actuellement est discuté le projet de loi sur agriculture et alimentation. Dans le projet de loi agriculture et alimentation, ce qu'il a envisagé, c'est 50% de produits issus de l'agriculture biologique ou sous signe de qualité. Au niveau des cantines. Ici, je veux dire, à Mayotte, la marche est haute. Ce sera compliqué. Donc je dirais qu'il va falloir que dans les textes d'application, on voit comment est-ce qu'on va y arriver progressivement pour essayer de rattraper les standards métropolitains dans un contexte qui est effectivement difficile. Aujourd'hui, ici, l'enjeu, c'est de remplacer la collation froide par le repas chaud. Et déjà ça, c'est très compliqué. Bertrand, on va donner la parole à Samuel, mais une question d'un auditeur. Très bien pour les agriculteurs, etc. etc. Est-ce qu'on peut arriver à intégrer la production ovine et caprine dans les repas, dans les repas des gamins? Production locale, évidemment. Hein. Alors pour l'instant, la production... Samuel, caprine, c'est fini. Hein. La production est très faible. Elle est très faible. On ne voit pas de marché organisé. On est un peu comme dans la production bovine. On est aussi, je pense, largement dans une consommation festive, familiale, liée aux événements familiaux, mariage, ou l'Aïd el-Kébir, autres occasions, toutes les fêtes. Donc voilà, donc c'est difficile en fait de structurer une filière à partir de là pour en faire de l'alimentation quotidienne. Ça veut dire quoi en clair? On produit pas assez pour pouvoir... On produit pas assez, mais on produit pas assez parce que le territoire est petit, qu'on est 700 habitants au kilomètre carré et que voilà, si on veut conserver les forêts, si on veut de l'espace pour faire de l'urbanisation et construire des écoles, des collèges et des lycées, la place pour l'agriculture... Il va falloir faire des choix. On les met sur le bord des routes comme on fait actuellement. Non mais sérieusement, on peut pas mettre un zébu ou un troupeau de zébus parce qu'il va falloir de la viande pour tout le monde dans les cours de récréation des gamins. Il y a un choix. Alors à part faire des ronds-points partout et puis les mettre au milieu des ronds-points. Ou à l'aéroport, ça se fait beaucoup aussi. Non, plaisanterie à part, Bertrand. La bonne bouffe, c'est important. Ok, on va donner, il y a un marché qui s'ouvre, on va donner à manger aux gamins avec, en imaginant, on va être positif, avec de la production locale. Est-ce qu'on est en mesure, avec la production locale, de donner à manger à nos gamins de telle sorte qu'on ne les retrouve pas énormes? Alors, je pense que l'éducation nutritionnelle, c'est à la fois la composition des menus qui sont distribués dans les cantines, et puis après, c'est beaucoup d'efforts aussi, je dirais, de formation et d'information
sur la qualité nutritionnelle. Donc là, il y a de vrais enjeux de formation, d'information. Et je pense que il faut passer par les jeunes, que ce soit les jeunes qui, quelque part, éduquent leurs parents. Voilà, parce qu'on est dans un contexte qui est quand même très, très défavorisé, où on a des problèmes de prévalence du diabète, de prévalence de l'obésité qui sont énormes. C'est les jeunes qui doivent éduquer les parents. Moi, mes gamins, ça va être Coca, ça va être hamburger, ça va être pas forcément de... Bon, c'est bon, mais je veux dire, c'est pas forcément de la bonne bouffe, en tout cas pour la santé. Oui, mais je pense qu'il faut faire des informations auprès des enfants et que les enfants fassent rentrer le débat à l'intérieur de la famille. Voilà. Et comment on le fait rentrer? Par la communication, j'imagine? Alors, par la communication. Il y a un certain nombre d'associations qui travaillent sur le sujet, qui font des formations, qui vont dans les écoles, qui organisent des manifestations sur la question du diabète, sur la question de l'obésité, sur comment manger moins salé. Et ça fonctionne, hein. Ça fonctionne vraiment. Parce qu'on l'a vu en France dans les années 70 avec la santé bucco-dentaire. On formait les collégiens et en fait, ça a formé les parents aussi derrière. Hein. Voilà. Et donc nous, on travaille sur le sujet avec l'ARS. Et donc nous, on finance un volet qui s'appelle le PNA, le Programme national de l'alimentation, où on permet à un certain nombre de structures de faire ce travail de sensibilisation. Et de la même manière, l'ARS mobilise les financements du Programme national nutrition santé. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Maillot Matin, a une question à vous poser, Bertrand. Moi, je vais rester après. C'est vous qui avez fait tous ces plats, Bertrand, qui sont derrière nous, là? Pas tout à fait, non. Ouais. Il paraît que vous êtes un bon cuisinier. Je ne vous montrerai pas ce que j'ai préparé hier soir. C'était pas terrible. Allez, Samuel, à vous. Ça y est, j'ai faim. Très naïvement, moi j'ai toujours cru à Mayotte qu'on était vraiment sur de la production agricole bio. On ne mettait pas de produits chimiques et en fait, je me suis complètement planté puisqu'il y a eu une alerte lancée par la DAF et par la DIECT sur le diméthoate et les tomates. Est-ce qu'il y a vraiment un problème sanitaire à Mayotte comme on peut retrouver en Guadeloupe ou en Martinique avec les bananes? Est-ce qu'il faut qu'on fasse gaffe ou il y a vraiment un fossé qui est en train de se creuser par rapport à la production bio, hein? Alors je dirais qu'ici on a une situation contrastée, c'est-à-dire qu'on a des productions qui sont conduites comme des productions bio. A priori, vous prenez une production de bananes, elle n'est pas traitée. Vous prenez du manioc, le manioc il n'est pas traité. Voilà. Par contre, sur les légumes, notamment sur des légumes qui sont des légumes d'origine tempérée, on a effectivement des difficultés à travailler sans intrants. Voilà. Donc on a des problèmes sur tomates, salades et concombres, en gros. C'est, je dirais, les productions qui concentrent l'essentiel de l'utilisation des produits phytosanitaires. Voilà. Le pire étant la tomate. Et donc on a refait des analyses cette année. On a reçu les résultats la semaine dernière. Et on a toujours des problèmes importants de résidus de diméthoate. Toujours aussi important, toujours autant qu'avant, ou ça a diminué? Alors ça a diminué, ça a diminué, mais ça reste quand même important. Et, trop important. Trop important et trop fréquent. C'est-à-dire qu'en fait, interdit le diméthoate. En gros, le diméthoate est interdit. Le diméthoate est importé en Kwassa, en fait. Et toute la production qui est vendue en bord de route, qu'on a analysée, toute la production qui est vendue sur les petits marchés qu'on a analysés, elle contient du diméthoate en quantité excessive. Il faut le savoir. Le seul marché qui est clean, où on n'a pas trouvé de résidus, c'est le marché de Mamoudzou. Et les produits qu'on a analysés et qu'on avait pris en fait dans les grandes surfaces, ils sont propres aussi. Pas de diméthoate au marché de Mamoudzou, pas de diméthoate dans les grandes surfaces. Quel conseil on donne aux consommateurs, Bertrand? N'achetez pas des tomates au bord des routes. Aujourd'hui, le conseil, c'est ça. N'achetez pas des tomates au bord des routes ou dans les petits marchés. Voilà. Les conséquences de consommer ce fameux pesticide? Alors, les conséquences sont assez mal connues sur le diméthoate. Bon, après, il faut quand même dire que le diméthoate, c'est pas la chlordécone. C'est pas le même poison que la chlordécone. Mais c'est cancérogène, pas cancérigène, mais cancérogène, c'est-à-dire susceptible de causer des cancers. C'est potentiellement cancérogène. Voilà. Il y a le potentiellement devant. Donc ça veut dire on n'en sait pas grand-chose sur les effets de l'ingestion à haute dose. Donc autant éviter, puisqu'on peut éviter en s'approvisionnant ailleurs. Précaution. Voilà. Il nous reste une poignée de secondes pour répondre encore à des auditeurs. Beaucoup d'agriculteurs écoutent la matinale et vous écoutent ce matin.
à partir de quand on va pouvoir imaginer travailler sur ce nouveau marché? Je parle des cantines. À partir de quand on va être capable de dire, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, allez, on va alimenter, parce qu'il y a tout un processus à mettre en place. Vous parliez tout à l'heure du POSEI, je crois. À partir de quand on va être capable de le faire? Parce que faire pousser, que ce soit des tomates ou autre chose, ça se fait pas en claquant des doigts, il faut du temps. Alors, on peut le faire assez rapidement sur certaines productions. Ouais. Sur l'œuf, normalement, ça devrait pouvoir fonctionner assez rapidement. Notamment dans les mois qui viennent, on devrait avoir ce qu'il faut. Puisque Ovoma a mis en place une casserie qui devrait être fonctionnelle rapidement et qui donc devrait permettre d'alimenter Panima avec des œufs durs ou d'autres types de produits. Donc sur l'œuf, ça peut aller très vite. Sur le poulet. Sur le poulet, donc là, l'abattoir AVM, il devrait être construit en 2019. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, on est limité par les capacités de l'atelier technologique du lycée agricole, qui lui permet d'abattre 400, en faisant vraiment un maximum, on abat 300 ou 400 poulets par jour. Voilà. L'abattoir AVM, ce sera 1000 poulets à l'heure. Donc voilà, on est dans une autre dimension. Il faut derrière aussi que la production suive. Parce que 1000 poulets par heure, ça veut dire en gros une bande chez un petit producteur qui passe en 1 heure. Donc il faut le nombre de producteurs et le nombre de bandes qui permettent de le faire tourner. Voilà, donc ça va être le défi suivant, c'est que il y ait un nombre de jeunes qui s'installent en aviculture qui permettent d'approvisionner le marché. Mais ça devrait être possible en 2019. Voilà. Samuel, pour conclure. Oui, il y a une vingtaine d'années, il y avait dans chaque commune de l'île et chaque quartier quasiment une coopérative. Elles ont toutes disparu au fur et à mesure de la mise en place de la société de consommation et de la grande distribution. Ce qui est bien dommage. Ce qui est dommage parce qu'aujourd'hui on revient justement sur la création des coopératives. Est-ce que c'est l'une des solutions pour la structuration de la filière agricole, tant pour le maraîchage que pour d'autres secteurs? Alors c'est clair que c'est une vraie solution. C'est une solution pour la mise en marché et après c'est une solution aussi pour la formation des agriculteurs, notamment sur les fruits et légumes, parce que on compte nous beaucoup sur la COPAC pour la formation aux méthodes alternatives de lutte contre les maladies et contre les ravageurs. Heureusement qu'on a la COPAC. Je veux dire, ça aussi, la production qu'on a analysée et qui a été achetée à la COPAC, il n'y a pas de souci. Vous pouvez consommer. Donc voilà. Donc effectivement, les coopératives ont un rôle à jouer, à la fois en termes d'organisation du marché, d'écoulement de la production, et en termes de formation des agriculteurs. Merci beaucoup Bertrand Vibrecht d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. On rappelle, vous êtes le numéro 1, il faudra falloir s'y habituer maintenant, de la DAF. Il y a ce marché qui s'ouvre, il va falloir se bouger du côté des agriculteurs, du côté des services de l'Europe, des services de l'État. Et puis la bonne nouvelle quand même, vous l'avez vu, tous les plats que vous avez vus sur le plateau, ça sera ce week-end chez Bertrand Vibrecht. Il vous invite tous à venir manger chez lui. Car c'est lui qui a tout cuisiné. C'est le directeur de l'alimentation. Évidemment. Et on va goûter et on va tester. Merci beaucoup Bertrand. On se retrouve très bientôt pour un nouveau temps de parole.